Títulos de Navegando Internet. Dans cette émission, parlez de chez vous. La maison de vacances de Toulouse-Lautrec. Le domaine envié par un roi de France. Savoir dire. Dire où vous habitez. J'habite un appartement. J'habite un appartement. J'habite chez mes parents. Une maison. J'habite chez mes parents qui habitent dans une maison. Vous habitez où? À Paris, Est-ce que vous avez une maison ou un appartement? un appartement. Vous habitez où? En Bretagne, Vous avez une maison ou un appartement? une maison. Est-ce que vous avez une maison ou un appartement? J'habite un appartement. J'habite chez mes parents qui habitent dans une maison. Vous avez une maison ou un appartement? Une maison depuis 4 ans, oui. Info. 53% des ménages français ont une maison individuelle. 60% des Français ont un jardin. Une maison de 5 pièces. Maison de 5 pièces. J'ai un grand jardin. Oui, j'ai un grand jardin. J'ai un tout petit balcon. Non, je n'ai pas de jardin, j'ai un tout petit balcon. Vous habitez dans une maison ou un appartement? Un appartement. Combien de pièces avez-vous? Deux pièces. Un séjour et une chambre. Est-ce que vous avez un jardin? Non. Un petit balcon. Est-ce que vous avez un jardin? Non, je n'ai pas de jardin, j'ai un tout petit balcon. Combien de pièces avez-vous? J'ai 2 pièces plus une cuisine. Combien de pièces avez-vous? Maison de 5 pièces. 4 chambres, j'ai 2 enfants. Est-ce que vous avez un jardin? Oui, j'ai un grand jardin qui fait 1500 mètres carrés en bordure de forêt. Est-ce que vous avez un jardin? Non. Dans un appartement, c'est difficile. Rencontre. Le domaine envié par un roi de France. Vaux-le-Vicomte, près de Paris. Commandé en 1656 par le surintendant de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Amoureux des arts, Fouquet voulait démontrer ce que l'on pouvait obtenir avec la richesse. Ici, le jardin classique français est né, conçu par André Le Nôtre. L'extérieur devient alors un art aussi important que l'intérieur. Le présent propriétaire, Patrice de Vaugué, est fier de cet héritage. Le nôtre et le Vaux-le-Vicomte, qui a été son premier jardin, sont très importants, presque aussi importants que Shakespeare dans la littérature anglaise. C'est une grande nouveauté dans l'art des jardins. Jusqu'à cette époque-là, le milieu du XVIIe siècle, les jardins avaient encore un peu une tradition féodale. On mettait le jardin où on pouvait, à gauche, à droite de la maison. Et puis la Renaissance italienne a commencé à créer des jardins magnifiques dans des paysages un peu plus vallonnés qu'ils ne le sont ici en Île-de-France. Et c'est cette influence qui a vécu en France et qui ensuite a été transformée par le nôtre d'une manière radicale, par l'emploi de la perspective, l'inclusion du château, de la maison dans le plan du jardin et surtout l'emploi extraordinaire de l'eau dans la verdure.
Aujourd'hui, nous aimons un arbre qui laisse ses branches pousser comme il veut. Eux aimaient mieux les tailler et faire ces grands murs rideaux en charmille ou des charmes plus petits, de tailler le buis. C'est une espèce d'obligation que l'homme impose à la nature tout en essayant de la faire chanter de la manière la plus belle. Par exemple, dans tous les jardins de le nôtre, la perspective s'ouvre sur l'infini. Il n'y a jamais de fermeture au bout du jardin, ni un mur, ni un rang d'arbres. Il y a une possibilité pour l'esprit, pour le regard, donc pour l'esprit, de toucher l'horizon, le ciel, et au-delà, le bonheur, etc. Fouquet, le premier propriétaire, n'a pu goûter très longtemps aux joies de son jardin. Une telle ostentation a rendu Louis XIV fou de jalousie. Fouquet a été arrêté, sa propriété confisquée. Il a été condamné à vie, à la prison. Savoir dire. Décrire où vous habitez. Une entrée. Un séjour. Une cuisine. Vous pouvez me décrire votre appartement très rapidement? Oh, il y a une entrée, une salle de bain, un séjour, une chambre, des toilettes, une cuisine et un balcon. J'ai 3 pièces et une cuisine, 2 chambres et un salon. Entrée, cuisine, séjour, couloir, salle de bain, chambre. Au rez-de-chaussée. Un escalier. À l'étage. Au rez-de-chaussée, il y a une entrée, une cuisine, des toilettes et un grand séjour. Dans le séjour, on monte un escalier à l'étage qui dessert 3 chambres, une salle de bain, une salle d'eau et une terrasse. Est-ce que vous pouvez me décrire votre maison? Oui, c'est une maison avec un étage, un garage en rez-de-chaussée, un salon, un coin repas, une cuisine, tout ça en rez-de-chaussée. Et au niveau de l'étage, les 4 chambres avec des salles de bain. Info. Le logement moyen français comprend 4 pièces, plus salle de bain. 3,2 millions de Français habitent dans un HLM. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Combien de chambres y a-t-il dans cette maquette? C'est une villa qui est composée de 5 pièces, avec au rez-de-chaussée un séjour, une terrasse carrelée, un coin-feu avec un patio sur la façade, une chambre avec une terrasse carrelée, une deuxième chambre en partie arrière, avec au centre une salle de bain. Sur la partie arrière, une cuisine, communiquant avec un garage et un cellier dans le fond. Et à l'étage, une chambre donnant sur un solarium avec une mezzanine donnant sur un vide de séjour de la salle. Compris. Il y a 3 chambres dans la maquette. Rencontre. La maison de vacances de Toulouse-Lautrec. Le château du Bosque, près d'Albi, maison de vacances de Toulouse-Lautrec. Et habité aujourd'hui par la petite nièce du peintre lui-même, Madame Tapier de Céléran. Il est toujours revenu passer des vacances au bas, se replonger dans cette maison dont il avait été l'héritier. Donc c'est essentiellement un cadre familial. Et je dis toujours, Lautrec n'y a eu aucun des événements majeurs de son existence. Il n'y est pas né.
il n'est pas mort, il n'y a pas eu ces accidents qui ont tellement changé le cours de son existence, mais essentiellement les racines familiales. La maison est ouverte maintenant au public. Madame Tapier de Céléran, qui en est le guide, commence souvent sa visite par la chapelle. Ici même, il a fait le portrait de sa cousine et c'est très heureux puisque nous avons une photo qui nous montre cette scène, prise évidemment pendant des vacances d'été. Lautrec installé avec son chevalet, sa cousine que nous voyons de profil, son oncle penché par-dessus son épaule et son cousin, le docteur Gabriel, qui fait le pitre devant lui, peut-être pour le distraire de l'étude qu'il faisait de sa cousine. Donc ici, nous sommes dans l'orangerie qui servait de salon d'été et Lautrec ne pouvait pas s'empêcher de crayonner. Aussi, il a utilisé les embrasures des porte-fenêtres pour représenter une scène de siècle très typique, le poète Verlaine, un de ses cousins que nous retrouvons d'ailleurs de l'autre côté, ainsi que des chevaux. Toujours le leitmotiv des dessins que Lautrec a tellement aimé dessiner, et ainsi que sa nourrice, la vieille Adeline, la petite souris. Alors donc ici, nous nous trouvons dans ce grand salon, cadre familial de Lautrec, où le soir, il retrouvait toute la famille, les chasseurs qui étaient bien contents de dessiner les principaux épisodes de leur chasse, et le petit Lautrec s'allongeait sur le tapis et imitait son père et ses oncles. Et quand on voulait l'emmener au lit à une heure qui était raisonnable pour un jeune enfant, il fallait lui enlever ses crayons et il s'approchait de la cheminée, cherchait des charbons de bois pour continuer à crayonner. Donc ici, alors nous nous trouvons dans cette chambre occupée par Lautrec pendant ses séjours au Bosque et qui évoque son enfance, des souvenirs comme le petit voilier qu'il a fabriqué, sculpté après son premier accident vers l'âge de 13 ans et demi, aidé par son oncle Charles. D'autres souvenirs, le Guignol, mon grand-père nous racontait que quand il donnait la comédie avec ses marionnettes, non seulement il savait les actionner, mais il créait les histoires qui étaient très au-dessus de l'intelligence d'enfants de cet âge-là, et c'était beaucoup plus les adultes qui venaient rire et applaudir aux histoires qu'il imaginait. Spectacle, humour ont été essentiels pour Lautrec. Deux traits de sa personnalité encore présents au Bosque. Il donne l'impression d'être encore vivant parce que du fait que la maison est ouverte aux visites, qu'on parle beaucoup de lui, et c'est justement le fait de s'être transmis de génération en génération ses souvenirs qu'il reste présent dans la mémoire de la famille et on peut dire aussi du public. Dans cette émission, allez au restaurant. Une journée pour le goût. La Windstube, un restaurant comme à la maison.
Savoir dire. Déjeuner rapidement. Un sandwich au jambon. Sandwich bon au jambon. Un croque-monsieur. Tiens, il mange croque-monsieur. Un steak frites. Steak frites. Qu'est-ce que mangent les Parisiens entre midi et 2 la semaine? Ah, ils sont très pressés les Parisiens. Ils mangent croque-monsieur ou alors salade composée et omelette, quelque chose de très vite. Des plats rapides, beaucoup de salade. Salade de crudité, salade verte, tomates, carottes, voilà, avec des œufs. Des sandwichs. Des sandwichs. Sandwich bon au jambon, au saucisson, aux rillettes, au pâté. Des omelettes, des croque-monsieur, des hot-dogs, steak frites. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Combien de personnes ne mentionnent pas le steak frites comme plat national? Le plat national de la France, c'est le pot-au-feu. Le pot-au-feu. Quel est le plat national de la France? Steak frites. Le plat national, le steak frites. Ouais, le steak frites, ouais, c'est ça. C'est le vin et le fromage. Le vin c'est le sang des Français. D'après vous, quel est le plat national de la France? Steak frites. Compris. 3 personnes ne mentionnent pas le steak frites. Info. Les régions où on mange le mieux, selon les Français, sont le Périgord, la région de Lyon et l'Alsace, dans l'Est. Savoir dire. Réserver une table. Je peux téléphoner du bar? Je peux téléphoner du bar, s'il vous plaît. Je voudrais réserver une table de 4 personnes. Je voudrais réserver une table de 4 personnes pour ce soir, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour. Je peux téléphoner du bar, s'il vous plaît. Oui madame, bien sûr. Voici le portable. Vous composez le 0 avant votre numéro, s'il vous plaît. Merci. Et je vous en prie. Restaurant Le Crocodile, bonjour. Bonjour. Je voudrais réserver une table de 4 personnes pour ce soir, s'il vous plaît. Oui, à quelle heure? Vers 8h30, c'est possible? 20h30, tout à fait. C'est à quel nom? Winter. Très bien, c'est noté. Alors à ce soir, madame. Très bien, merci. Au revoir. C'est bon. Rencontre. Une journée pour le goût. La journée du goût en France, c'est du sérieux. À Strasbourg, comme dans tout le pays, les grands chefs, pour un jour, retournent à l'école. Leur passion et leurs recettes sous le bras, ils partent à la conquête des tendres papilles gustatives. En délégation, les enfants des différentes écoles viennent cueillir leur chef. Antoine Westermann, grand chef de Strasbourg, va mitonner pour la seconde année une leçon spéciale. Alors moi, je suis super content de vous revoir. Comme vous voyez, je ne suis pas venu les mains vides. Hein? Vous voyez, je vous ai ramené un beau panier. Hein, bon, avant tout, je crois qu'il faut les rendre attentifs, les capter pour faire passer un message. Évidemment, dès que vous commencez à faire goûter, bon, l'intérêt majeur est la dégustation. Mais je voulais leur faire sentir différentes herbes, différentes épices, pour leur faire connaître des goûts nouveaux. Ça, je crois que vous ferez fort de les goûter, de me dire ce que c'est. Hein. Je vais mettre mon espèce de bonnet sur la tête, là. Hein, je dois. Bon, alors, je vous ai donc apporté quelques herbes. Je vous ai apporté des choses peut-être que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Je vais vous les faire passer.
Alors, je distribue ça un peu à gauche, un peu au milieu. Tiens, vous le passez, vous n'avez pas besoin de plus. Tiens, tu passes ça à tes petits copains. Comme ça. Sentez-le bien. Mettez-le devant votre nez. Écrasez-le un peu dans la main. Comme ça, vous l'aurez bien mémorisé. Ça, c'est du thym. OK? On continue avec autre chose. C'est une salade. Mais c'est plutôt une herbe. Vous avez vu la grimace, je crois que c'est éloquent, ça parle tout seul. Quand ils ont goûté les feuilles d'acide, d'oseille, c'est acide. Ils n'étaient pas tellement heureux. Hein. Bon, pour le sucré, il y avait une unanimité. Pour le salé aussi. Mais ça signifie aussi qu'ils sont habitués et qu'on est un peu conditionné, puisque le sucré et le salé, on le trouve pratiquement tous les jours dans notre alimentation. Un peu moins l'amer, un peu moins l'acide. Il y en a qui sentaient un peu l'ail comme ça. Ah, t'as pas l'air d'aimer, dis donc. Oui. Non, pourquoi c'était pas... Parce qu'ils nous avaient dit qu'on pouvait un peu goûter et tout, alors on avait goûté et tout, enfin ça piquait. Ça nous fait découvrir le bonheur d'être cuisinier. J'espère simplement, si je peux émettre un souhait, c'est que dans chaque petite ville, chaque petit village, à un moment donné, le maître d'école puisse dire, tiens, pourquoi pas, on fait une fois tous les mois, une fois tous les, je ne sais pas combien, une petite leçon du goût. Ce serait mon souhait. Savoir dire. Passer une commande. Je choisis la crème de chou-fleur. Moi, je choisis la crème de chou-fleur. Je vais prendre les huîtres chaudes. Eh bien, je vais prendre les huîtres chaudes. Pour moi, les œufs pochés. Pour moi, les œufs pochés. Alors, vous avez fait votre choix? Oui, je crois. Bien, pour commencer. Moi, je choisis la crème de chou-fleur. Oui, la crème de chou-fleur, c'est un consommé de chou-fleur crémé. Très bien. Parfait. Eh bien, je vais prendre les huîtres chaudes. Oui. Pour moi, les œufs pochés. Oui. La salade, s'il vous plaît. Parfait. Et poursuivre. Le filet de bœuf, à point. Un pot-au-feu. Une côte de porc, bien cuite. Alors là, j'hésite. Le filet de bœuf. Quelle cuisson vous désirez? À point, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera un pot-au-feu, s'il vous plaît. D'accord. Une côte de porc. 2 cuissons, rosé ou bien cuit? Bien cuit. Tiens, moi aussi, la côte de porc. Rosé. Et pour le vin? Du rouge, ça Oui, va? très bien. Quelque chose de frais, de léger. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander? Un Saint-Nicolas de Bourgueil. Parfait. Très bien. Et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Bien. Merci. Info. Les Français passent 2 heures par jour à table, c'est-à-dire à peu près 6 ans de leur vie. Chaque ménage va, en moyenne, une fois tous les 15 jours au restaurant. Rencontre. La Windstube. Un restaurant comme à la maison. Ce jambon est la future star du Saint-Sépulcre, temple du jambon en croûte. À Strasbourg, il y a une multitude de Windstube. Moitié pub, moitié restaurant. Elles ont chacune leur spécialité. Bonjour, madame. J'en dépose un ici? Un seul, oui, et l'autre à la cave. D'accord.
Ces petits restaurants familiaux sont une institution, aussi bien pour les Alsaciens que pour les touristes. Une Windstube, c'est un petit local avec des tables, des chaises et surtout ce qui est important, il y a du vin. Et à côté, quelques amuse-gueules. Mais c'est fait spécialement pour boire du vin. Alors là, boisson, normalement, c'est du vin blanc. Vin blanc d'Alsace, s'il vous plaît. Pour les enfants, un jus de pomme. Pour les malades, un quart de rouge, Bordeaux, s'il vous plaît. Mais normalement, Riesling, Sylvaner, Pinot Blanc, Gewürztraminer. Vous avez un échantillonnage assez important des vins d'Alsace. Le Saint-Sépulcre est la maison des Lauques depuis 1936. Après la retraite de son père, Robert est devenu patron et s'est entouré d'une clientèle fidèle. C'est pas tous les jours, hein. Ça, c'est spécial Racing, ça. Hein. C'est que pour les... Comme dans la plupart des Windstube, les Lauques travaillent en famille. Caroline, la fille, et Béatrice, la mère, font partie du personnel. Comme d'habitude, les habitués passent leurs commandes habituelles. Robert bichonne ses clients comme sa propre famille. On est toujours aussi gentil avec les gens, on les accueille bien, on les met à l'aise. Papa a un petit peu la réputation d'avoir un caractère un peu grognon quand quelque chose ne va pas. Et en fait, ça plaît aux gens d'avoir quelqu'un derrière qui les visse un petit peu. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça, pour voir l'ambiance, pour voir s'il est bien luné ou mal luné. C'est un peu lui l'attraction en fait. Et puis je pense que c'est ça qui fait un peu cette particularité au Windstube. Et le jambon continue à faire des heureux. Mais l'attraction, c'est aussi la carte, simple, mais généreuse. Jambonneau et choucroute, salade de pommes de terre, et bien sûr, le plat roi, le jambon en croûte. Mais le Saint-Sépulcre respecte les valeurs premières de la Windstube. On peut boire du vin et ne pas manger. La famille Lauque se fait un devoir de rester simple et populaire. Je dirais que c'est la Windstube du peuple, puisqu'il y a des hommes d'affaires, des banquiers, il y a des femmes de ménage, il y a des artisans, il y a des peintres, des électriciens. C'est tout un ensemble de gens qui viennent ici, en rentrant, en ouvrant la porte, ils oublient chacun leur misère du jour et puis se retrouvent là. Pas pour pleurer, naturellement, vous venez ici pour vous remettre en condition, pour recharger les batteries. Donc, à mon avis, c'est la Windstube du peuple. Dans cette émission, allez au restaurant. Une journée pour le goût. La Windstube, un restaurant comme à la maison. Savoir dire. Déjeuner rapidement. Un sandwich au jambon. Sandwich bon au jambon. Un croque-monsieur. Bien, il mange croque-monsieur. Un steak frites. Steak frites. Qu'est-ce que mangent les Parisiens entre midi et 2 la semaine? Ah, ils sont très très pressés les Parisiens. Ils mangent croque-monsieur ou alors salade composée et omelette, quelque chose de très très vite. Des plats rapides, beaucoup de salade. Salade de crudité, salade verte, tomates, carottes, voilà, avec des œufs. Des sandwichs. Des sandwichs. Sandwich bon au jambon, au saucisson, aux rillettes, au pâté. Des omelettes, des croque-monsieur, des hot dogs, steak frites. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Combien de personnes ne mentionnent pas le steak frites comme plat national?
plat national de la France, c'est le pot-au-feu. Le pot-au-feu. Quel est le plat national de la France? Le plat national. Sentez-le bien, mettez-le devant votre nez, écrasez-le un peu dans la main, comme ça vous l'aurez bien mémorisé. Ça c'est du thym. Ok? On continue avec autre chose. C'est une salade, mais c'est plutôt une herbe. Vous avez vu la grimace, je crois que c'est éloquent, ça parle tout seul. Quand ils ont goûté les feuilles d'oseille, c'est acide. Ils n'étaient pas tellement heureux. Hein. Bon, pour le sucré, il y avait une unanimité. Pour le salé aussi. Mais ça signifie aussi qu'ils sont habitués et qu'on est un peu connu. Alors d'être cuisinier. J'espère simplement, si je peux émettre un souhait, c'est que dans chaque petite ville, chaque petit village, à un moment donné, le maître d'école puisse dire, tiens, pourquoi pas, on fait une fois tous les mois, une fois tous les, je ne sais pas combien, une petite leçon du goût. Ce serait mon souhait. Savoir dire. Passer une commande. Je choisis la crème de chou-fleur. Moi, je choisis la crème de chou-fleur. Je vais prendre... Dans cette émission, prendre soin de vous. L'eau pour le corps et l'esprit. Médecins volontaires, Médecins sans frontières. Savoir dire. Parler de son corps. Les jambes. Les jambes. Les mains. Les mains peut-être. Mon visage. Peut-être mon visage. Quelle est la partie de votre corps que vous soignez le plus? Les jambes. Les jambes. Les jambes. Les mains peut-être. Quelle est la partie de votre corps que vous soignez le plus? Mes poumons. Moi, les yeux. Grands yeux. Peut-être mon visage, parce que c'est ce qui se voit le plus. L'esprit. Je soigne plus mes jambes, je crois. J'aime bien mes jambes. Info. Les Français détiennent le record mondial de la consommation de médicaments, avec 29 prescrits par personne et par an. Savoir dire. Demander conseil à la pharmacie. J'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je crois que j'ai un rhume et j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que vous me conseillez, s'il vous plaît? J'ai un peu de fièvre. J'ai un peu de fièvre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je crois que j'ai un rhume et j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que vous me conseillez, s'il vous plaît? Vous avez du mal à avaler? Pas vraiment, mais j'ai un peu de fièvre. Alors je vais vous donner de l'aspirine pour la température. Et pour la gorge, je vous propose des suppositoires. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Sinon, je vous donne des pastilles à sucer ou quelque chose à vaporiser dans la gorge. Bon, je vais prendre l'aspirine et des pastilles, s'il vous plaît. Bon, si dans 3 jours ça va pas mieux, il faut aller voir un médecin. D'accord. Rencontre. L'eau pour le corps et l'esprit. Luchon, dans les Pyrénées,
est connu depuis les Romains pour les bienfaits de ses eaux. C'est l'une des 104 stations thermales en France. Il est de tradition de venir faire ici 3 semaines ou plus de cure, prescrite par son médecin pendant l'été. Mais la compagnie Vitaline propose une autre forme de qui donne un coup de fouet à l'image un peu vieillotte des cures traditionnelles. Nous nous sommes aperçus, car nous sommes en place maintenant depuis pratiquement 8 ans, qu'il y a au niveau des gens actifs un besoin de se ressourcer, un besoin d'avoir des activités qui vont à la fois leur permettre une détente et deuxièmement de reprendre conscience de leur corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Nous avions besoin d'un grand repos, d'une remise en forme et de déstresser surtout beaucoup. Et c'est pour ça que nous sommes venus à Luchon. On a besoin de se remettre en accord avec la nature, avec le soleil qui est peut-être derrière les nuages, avec la montagne et puis avec l'eau. 1, 2, 3. Le programme de Vitaline a été mis en place pour profiter des eaux elles-mêmes, mais aussi des structures déjà existantes. L'eau minérale détend les muscles et nettoie aussi en profondeur la peau. C'est vraiment très détendant et très relaxant. Ça sert à quoi Ça c'est comme un massage mais par l'eau. Vous voyez là je fais les pieds, là c'est vraiment, c'est délicieux ça. Mais avant de goûter aux délices de ces bains relaxants, on doit fournir tout de même quelques efforts. La grande différence avec les cures traditionnelles est une activité sportive importante. Alors on va monter jusque là. On en a pour un quart d'heure et aller là-bas. Si on regarde au fond, hein, c'est le pic du Midi d'Ossau, avec son antenne. Activité sportive et appétit aiguisé, les nouveaux curistes ne se laissent pas abattre. Non. La remise en forme passe par le corps, mais aussi par l'esprit. Ça permet de se relaxer, de défatiguer et puis aussi de complètement se ressourcer psychologiquement. Savoir dire. Comment rester en forme? Il faut faire du sport. Se reposer. Manger correctement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en forme? Faire du sport, se reposer, manger correctement. Que faut-il faire pour rester en forme? Eh ben, faut vivre sainement et faire du sport, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en forme? Faire du sport, se reposer, manger correctement et puis faire attention à soi. Rester en forme, faire du sport, manger léger et boire beaucoup. Peut-être que d'être en vacances tout le temps, ça serait pas une mauvaise idée. Je sais pas, faire la fête. Vous, qu'est-ce que vous faites pour rester en forme? Moi, je fais la fête. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Le rendez-vous chez le dentiste est à quelle heure? Bonjour, monsieur Daoula. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me recommander un dentiste? J'ai très mal aux dents. Oui, bien sûr. Il y en a un tout près d'ici. Vous voulez que je téléphone pour vous? Ce serait très gentil, oui, merci. D'accord. Oui, bonjour, ici le Grand Hôtel Capoul. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous pour un de mes clients aujourd'hui? D'accord, 16h ou en fin de matinée. Un instant, je vous prie.
serait pour aujourd'hui 16h ou en fin de matinée? Oh, le plus tôt possible. D'accord. Écoutez, ça serait pour le plus tôt possible. À 11h, d'accord. Au nom de Monsieur Daoulas. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Voilà, le rendez-vous est pris, 11h. Hein. Très bien. Elle va vous prendre entre deux clients. D'accord, je vais vous inscrire l'adresse. Très bien, merci. Compris. Le rendez-vous est à 11h. Info. Les Français vont chez le médecin 5 fois par an. En France, il y a un médecin pour 400 habitants. Rencontre. Médecins volontaires, Médecins sans frontières. Médecins sans frontières. Association d'aide humanitaire créée en 1971. Opère dans 36 pays. 2000 volontaires. Aucune protection officielle, pas de subvention de l'État, indépendante. Rue Saint-Sabin, Paris 11e. Comme un vaisseau, le quartier général de Médecins sans frontières, MSF. 2 mardis par mois, MSF ouvre ses portes pour le recrutement. Une quarantaine de personnes assistent à une réunion d'information. Elles devront ensuite passer un entretien. Ce qui frappe ici, c'est la jeunesse des candidats, mais aussi des organisateurs. Régis, 33 ans, cette mission déjà. Depuis le mois d'octobre, j'occupe un poste de chargé de recrutement, donc je m'occupe de recruter maintenant les volontaires pour partir en mission. Ça a un peu changé, avant c'était moi qui partais, maintenant j'essaie de faire partir les autres. On commence par le film, si vous voulez bien. À cause de la guerre, toujours, les tentatives d'ouverture de missions au-delà du Western Equatoria, dans le sud-est soudanais, ont encore été freinées cette année. Plus de 40 candidats d'horizons différents, mais avec la même motivation. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, de consacrer un an de ma vie à quelque chose à tendance humanitaire. C'est faire quelque chose d'important dans la vie. Le premier, c'est un groupe de médecins qui était parti au moment de la guerre du Biafra avec le CICR. MSF recrute des médecins, les plus demandés, des infirmiers et des logisticiens, c'est-à-dire des administrateurs. 2 corps de métiers différents, mais à qui on demande les mêmes qualités. Il faut être disponible parce qu'on est amené à partir quelquefois très vite sur les terrains d'intervention. Il faut être relativement souple et s'adapter aussi très vite puisque c'est une vie d'équipe, c'est un travail d'équipe. Donc les gens travaillent ensemble, ils vivent ensemble, quelquefois avec des conditions de vie un peu précaires. Je pense que la qualité essentielle, c'est savoir aller vers les autres, et en avoir la volonté en tout cas. Je pense qu'à partir du moment où on a la volonté de le faire, après toutes les barrières culturelles ou toutes les barrières tombent d'elles-mêmes. Donc je dirais essentiellement les qualités de relations humaines. Des qualités qui doivent ressortir lors des entretiens. Ici, un médecin argentin qui a décidé de poser sa candidature. D'accord. Sur quel type de mission, toi, tu aimerais t'intégrer? Sur quel genre de programme? Quel pays? Pas forcément le pays, le programme. Pour faire quoi? Quel type de mission? Si moi j'ai le choix, je préfère travailler dans un lieu où il y a une catastrophe naturelle, mais pas une guerre. D'accord. C'est pas humain la guerre, c'est pour ça. La guerre, c'est une chose que pour moi, c'est trop fort. Mais les équipes de Médecins sans frontières sont prises dans un tourbillon d'insécurité croissante. Les attaques répétées contre les membres d'organisations humanitaires et Évidemment, on pense au danger, on pense aux risques encourus, ça fait aussi partie de l'engagement. Effectivement, on peut avoir peur sur certaines situations ou dans des contextes un peu particuliers, et la peur, elle est normale, mais c'est pas une peur... Non, c'est pas une peur. Quand on passe la douane à l'aéroport, avec son petit sac à dos ou son sac MSF, on sait que ça y est, on y est, quoi. Et donc peut-être, oui, c'est le moment le plus fort, ouais.
On sait qu'on est parti en mission et ça y est, l'aventure commence. A seguir, navegando na internet, aqui em classe. Dans cette émission, prendre soin de vous. L'eau pour le sport. Dans cette émission, parlez de votre travail. L'agriculture à venir, une vision personnelle. Bénévole du cœur. Info. Paris, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 26 millions de passagers chaque année. Plus de 40 000 employés travaillent ici. Savoir dire. Dire en quoi consiste votre travail. Je suis responsable du centre de contrôle. Je suis responsable du centre de contrôle. Je suis agent des douanes. Je suis agent des douanes. On est chargé de contrôler, de surveiller. On est chargé de contrôler, de surveiller. Quel est votre métier? Je suis gendarme maître de chien spécialisé en recherche d'explosifs. Je suis responsable du centre de contrôle de CDG. Je suis agent des douanes à Roissy, aéroport. Quel est votre métier? Je suis responsable de la station animalière de Roissy. Je suis le responsable des pompiers de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, du service sécurité incendie sauvetage. En quoi consiste votre travail? Notre travail consiste à assurer la sécurité incendie et sauvetage des passagers qui transitent sur l'aéroport. Quel est votre métier? Je suis agent commercial aéroport de Paris. En quoi consiste votre travail? À informer, renseigner et diriger les passagers. On est chargé de contrôler, de surveiller. Et on essaie de le faire le mieux possible en étant correct avec les passagers. C'est pas toujours évident.
Savoir dire. Les qualités nécessaires pour votre travail. Il faut avoir une certaine intuition. Il faut avoir une certaine intuition. Être disponible, souriant, efficace. Être disponible, souriant, efficace. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour votre métier? Il faut avoir une certaine intuition, je pense, un bon sens de l'observation, et puis être assez diplomate. Être disponible, souriant, efficace et être attentif. Les qualités qu'il faut avoir dans ce métier sont beaucoup de sang-froid, beaucoup de rapidité dans les décisions et beaucoup de sens de l'organisation. Il faut être très patient, très disponible, avoir du temps à perdre, écouter, être attentif à ce que l'autre dit et tout ça. Enfin, c'est tout un tas de qualités que je n'ai pas. Info. 6% de la main-d'œuvre française travaille dans l'agriculture. 21% de la production agricole de la communauté européenne provient de la France. Rencontre. L'agriculture à venir, une vision personnelle. Bien qu'en France, l'agriculture manque d'appétit, dans le nord-est du pays, elle reste une activité majeure. Jean-Louis Lallemand dirige près de Reims une exploitation qui existe depuis 1540. Son père, retraité mais toujours présent à la ferme, a vécu les grands changements de l'agriculture. Une forte réduction de personnel, une forte mécanisation. Des changements qui ont entraîné une autre façon de travailler. Je crains que pour les jeunes, il y ait des années difficiles. Nous avons vécu une transformation énorme de l'agriculture. Eux vont peut-être avoir malheureusement à vivre une époque de récession de l'agriculture. Jean-Louis a toujours su qu'il serait agriculteur. Après ses études et plusieurs années en Afrique, il a pris la relève. Une relève qui, par elle-même, n'a pas posé de problème. La difficulté était surtout la situation économique de la production. Je crois qu'on ne peut pas continuer éternellement à produire des choses dont on n'a plus besoin. Et, si vous avez une entreprise qui fabrique des stylos à billes et qu'on ne peut pas vendre des stylos à billes, il faut arrêter de les produire. Le gros problème, c'est un problème social. On est encore 1,5 million d'agriculteurs en France. On ne peut pas non plus du jour au lendemain laisser tomber tous ces gens-là, quoi. Il faut donc qu'il y ait une période d'adaptation. Le paysan, par définition, est quelqu'un qui sait très bien s'adapter. On dit ça et je crois que c'est vrai. Il sait s'adapter, donc il s'est toujours adapté et je pense qu'il s'adaptera. Hein. Peu importe la région ou peu importe les structures, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire partout, quoi. À 40 km de la ferme, Jean-Louis a créé avec plusieurs agriculteurs une société commerciale de vente de fruits rouges. La diversification était pour la ferme une solution de relance. Pour Jean-Louis, l'agriculture doit chercher son propre avenir. On voit notamment des gens qui ouvrent maintenant leurs fermes pour faire les fermes auberges, les gîtes ruraux. Donc je crois que tout le monde a une possibilité d'ouvrir son métier et de faire un peu autre chose que l'agriculture proprement dit, qui elle n'a plus beaucoup de raisons d'être aujourd'hui. Savoir dire. Fixer un rendez-vous d'affaires. Madame Nessler à l'appareil. Madame Nessler à l'appareil. Est-ce que je pourrais vous voir? Bien, est-ce que je pourrais vous voir dans le courant de la semaine alors? Jeudi matin, ça vous va? Jeudi matin, ça vous va? Allô, je voudrais parler à Monsieur Pividori, s'il vous plaît. Ne quittez
pas. Je vous le passe. Allô, oui? Monsieur Puvidori, Madame Nessler à l'appareil. Ah, bonjour madame, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Beaucoup de travail en ce moment, je reviens d'une semaine de congé. Vous avez bien reçu mon fax? Oui, je viens à peine de le lire, je ne vois pas de problème. Bien, est-ce que je pourrais vous voir dans le courant de la semaine alors? Cette semaine, attendez... Demain, ce n'est pas possible. Mercredi, ce sera difficile. Jeudi matin, ça vous va? Parfait, plutôt en fin de matinée? Venez vers 11h. Très bien alors, à jeudi 11h. À jeudi, au revoir. Au revoir. Savoir dire. Se rendre à une réunion d'affaires. Je dirige le service de publicité. Je dirige le service de publicité. Je m'occupe des relations avec nos clients. Je m'occupe des relations avec nos clients. Voilà, je vous présente Danielle Safar, directrice de Public Union. Caroline Hack, chef du service publicité. Laurent Bensoussan. Bonjour. Je vous en prie, asseyons-nous. Avant de commencer, je pense que nous allons faire un petit tour de table. Je m'appelle Caroline, je dirige le service de publicité. Je m'occupe des campagnes publicitaires en collaboration avec notre agence de publicité. Donc Laurent Bensoussan, je dirige le service marketing comprenant environ 25 personnes. Je m'occupe des relations avec nos clients et mon service crée aussi la stratégie marketing du club. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Quelle fonction tient cette personne dans la maison d'édition? Je pense que vous allez pouvoir nous présenter votre maison. Je viens d'être nommée directrice d'une maison d'édition qui est spécialisée dans des ouvrages de marketing, comptabilité, gestion. À ce titre, j'assure donc la direction éditoriale. Je suis également responsable de la diversification dans des domaines tels que le droit, l'économie, la santé, etc. Compris. Elle est directrice. Rencontre. Bénévole du cœur. Paris 18e. Des tentes improvisées. Les restos du cœur. Nicole Meyer se rend au centre de distribution dont elle est responsable. Pendant 3 mois d'hiver, les surplus de nourriture des magasins, des entreprises sont distribués aux plus démunis. Les Restos du Cœur sont une association créée par un comique, Coluche, aujourd'hui disparu. Nicole gère le centre Poissonnière. Elle est à la tête d'une équipe de 18 personnes. 18 personnes qui travaillent bénévolement et qui viennent toutes d'un milieu différent. Ça part des collégiens, des étudiants, ça passe cette année particulièrement par beaucoup de chômeurs qui ont décidé de venir travailler pour rester dans l'activité. Il y a des retraités, il y a des gens du 16e, il y a des gens très pauvres. Donc ça, alors, c'est tout à fait mélangé. Tout à fait. Les Restos du Cœur, c'est une armée de 17 000 bénévoles dans toute la France. Pour eux, la journée commence à 7h30, se termine à 14h. Un travail supplémentaire conséquent. Beaucoup ont une activité professionnelle. Je travaille l'après-midi pour un cabinet juridique. Et vous trouvez le temps alors de venir combien de fois par semaine Certaines semaines, je viens tous les matins, d'autres. Mais normalement, on doit assurer 2 matinées. Elle nous a pas foutu dans le permis. Ben oui, j'ai une activité à côté. Qu'est-ce que vous faites? Commerce international, je m'amuse. Donc vous venez travailler en plus? Bien sûr. Apporter un soutien, réconforter, sont les principales motivations des bénévoles.
Mais personnellement, que leur apporte cette expérience? J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, en fait c'est gratifiant aussi. Ça permet je me sens mieux, j'ai l'impression de faire quelque chose. Bah, mon Dieu, que ça m'apporte, je me fais plaisir, oui. C'est un peu égoïste, dans le fond. C'est un peu égoïste. Qu'est-ce que ça vous apporte? L'amitié de voir les gens. C'est tout. Comme dans le commerce, c'est le contact. Quand on a fini, on prend un coup de rouge ensemble, on s'amuse. Bon, il faut aussi... on n'est pas là pour sangloter sur les plaies du... Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que les gens n'ont pas prétention à la sainteté au resto. Ils n'attendent rien, ils vont pas être décorés, ils vont pas avoir d'avancement, ils vont pas... Donc, bon, ça se passe bien. Quel beau jour de printemps. C'est le 29 mai. Aujourd'hui, les deux personnages principaux de cette fascinante histoire vont sûrement se rencontrer. En ce moment, il est 10h30. Robert explore les petites rues du quartier latin. Oh, saloperie de sac! Attendez, madame, je vais vous aider. C'est pas grave. Là, voilà. Vous allez de quel côté? Voilà. Je peux vous accompagner? Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Ce n'est rien, madame, je vous en prie.